L'ère Meiji, qui dura de 1868 à 1912, fut une période charnière et transformatrice dans l'histoire du Japon. Le pays connut un processus rapide de modernisation et d'occidentalisation, abandonnant des siècles d'isolement et adoptant des politiques et des pratiques qui le propulsèrent au rang de puissance mondiale. Avant l'ère Meiji, le Japon adoptait une politique connue sous le nom de Sakoku qui isolait effectivement le pays des interactions extérieures et du commerce avec les nations étrangères. Au milieu des années 1800, la communauté mondiale vit l'avènement de la modernité, caractérisée par des avancées significatives dans divers pays. Cette époque fut marquée par l'essor du commerce international et l'introduction d'inventions révolutionnaires, notamment les premières piles électriques et les machines à vapeur. Néanmoins, le Japon continuait à maintenir un système de gouvernance féodale qui accusait un retard considérable par rapport aux progrès observés dans d'autres parties du monde. Cependant, un tournant important eut lieu le 8 juillet 1853 avec l'arrivée de l'expédition Perry sous la direction du commodore Matthew C. Perry de la marine américaine. L'objectif premier était de faciliter l'établissement de relations commerciales entre les États-Unis et le Japon. En outre, il s'agissait d'assurer la sécurité des navires américains naviguant dans la région. Face à la résistance des Japonais à signer un traité commercial, Perry ordonna à ses navires de se diriger vers la capitale d'Edo et de positionner stratégiquement leurs canons en direction de la ville d'Uraga. Il tira également des coups de semonce avec les 73 canons de sa flotte, démontrant ainsi la formidable puissance de feu de ses navires et adressant une menace directe et sans équivoque aux autorités japonaises. L'arrivée de l'expédition Perry revêt une grande importance du point de vue japonais car elle marque un tournant décisif dans l'histoire du pays. L'arrivée des navires américains dirigés par Perry provoqua un choc au sein du gouvernement japonais. Il était clair que la nation connaissait un déclin relatif de ses réalisations technologiques et militaires par rapport aux puissances occidentales. Le Japon a reconnu les répercussions potentielles d'une réponse inadéquate à la situation et a compris la nécessité de moderniser ses structures sociales, politiques et économiques. Compte tenu des objections et des résistances internes, le gouvernement japonais s'est rendu compte que le seul moyen d'éviter l'occupation étrangère était d'entamer des négociations avec les Américains. En 1854, après une série de négociations, le traité de Kanagawa fut conclu avec succès. Cet accord fondamental facilita l'entrée des navires américains dans les ports japonais et établit un cadre pour les relations diplomatiques entre les deux nations. L'expédition Perry marqua le début d'une ère de transformation pour le Japon. La nation se lança dans le commerce et établit par la suite des relations diplomatiques avec divers pays occidentaux, ce qui influença considérablement sa culture, sa politique et sa société. Le processus de modernisation du Japon connut un bond important à la suite de l'expédition Perry. Cette évolution fut principalement due à la mise en œuvre de réformes internes et à la recherche active de connaissances et de technologies occidentales. Cependant, l'arrivée de nombreux changements ne fut pas universellement acceptée par la population japonaise. En particulier, les individus qui avaient tiré des avantages du système féodal de caste, comme les samouraïs, exprimèrent leur mécontentement. Les samouraïs occupaient traditionnellement des rôles importants dans la société japonaise en tant que fonctionnaires de la cour et aristocrates du gouvernement. L'afflux de nouveaux produits étrangers et la transformation rapide de la mode et de la cuisine dans la société japonaise qui s'ensuivit furent des sources de mécontentement pour les marchands aisés. L'ère Meiji débuta par la consolidation d'un groupe de seigneurs féodaux appelés daimyo, originaires des régions de Satsuma et de Choshu, dans la partie la plus méridionale du Japon. Leur objectif commun était de renverser le shogunat Tokugawa et de rétablir l'autorité politique de l'empereur. Entre 1867 et 1868, le shogunat rencontra l'opposition de nombreuses factions anti-gouvernementales ainsi que des allégations faisant état de son incapacité à équiper le Japon de manière adéquate pour faire face aux influences occidentales. La démission du dernier shogun Tokugawa eut donc lieu, ce qui entraîna la restauration du pouvoir de la famille impériale.
Le 3 février 1867, le prince Mutsuhito, âgé de 14 ans, monta sur le trône du Chrysanthème en tant que 122e empereur du Japon, à la suite du décès de son père, l'empereur Komei. Sous la direction de Mutsuhito, le Japon lança un vaste programme visant à se moderniser et à adopter les pratiques occidentales. L'empereur mit en œuvre une série de réformes politiques, sociales et économiques dans le but de renforcer la puissance de la nation et d'améliorer sa capacité à rivaliser avec les puissances occidentales. Ces réformes comprenaient l'élimination du système des classes, la mise en place d'un gouvernement centralisé et la rédaction d'une constitution. Par la suite, Mutsuhito prit le titre d'empereur Meiji, une désignation qui implique un leadership éclairé. Le début de l'ère Meiji fut officiellement défini en 1868. L'un des principaux objectifs du gouvernement Meiji était de consolider l'autorité au niveau central et de réaliser l'unité nationale, le pays étant auparavant divisé en divers domaines féodaux. À cette fin, le nouveau gouvernement adopta une série de réformes administratives qui démantelèrent le système féodal et concentrèrent le pouvoir à Tokyo, qui devint par la suite la capitale du pays. L'ère Meiji au Japon se caractérisa par l'importance accordée à la modernisation du pays. S'inspirant des puissances occidentales, le gouvernement japonais lança un processus rapide d'industrialisation. Cela impliquait la construction d'usines, la croissance des industries textiles et sidérurgiques et la mise en place de systèmes de transport modernes, notamment des chemins de fer et des lignes télégraphiques. En outre, le Japon mit en œuvre des politiques économiques qui favorisaient le libre-échange et encourageaient l'expansion de la production à grande échelle. L'éducation joua un rôle essentiel dans la modernisation du pays au cours de l'ère Meiji. Le gouvernement reconnut l'importance de développer un système d'éducation publique complet, inspiré de l'approche occidentale, en mettant particulièrement l'accent sur la science, la technologie et les langues étrangères. Pour améliorer encore leur système éducatif, les étudiants japonais furent envoyés à l'étranger pour acquérir des connaissances dans divers domaines, tandis que des enseignants et des spécialistes étrangers furent recrutés pour enseigner au Japon. Cette attention délibérée portée à l'éducation et à l'assimilation des connaissances occidentales s'est avérée déterminante pour accélérer la modernisation rapide du Japon. La nécessité pour le Japon de moderniser son armée était sans aucun doute primordiale à une époque marquée par l'impérialisme européen et américain. Le pays subit une transformation importante, passant d'un système où l'entraînement militaire était subordonné à la naissance dans une famille de samouraïs à un système de conscription. Pour mener à bien cette modernisation, le Japon fit appel à l'expertise de formateurs de pays occidentaux tels que la France et la Prusse, chargés d'enseigner aux recrues les tactiques et l'armement contemporain dans les académies militaires. Pour faciliter la transition de l'économie agraire du Japon vers une économie industrielle développée, le gouvernement mit en œuvre différentes approches. L'une d'entre elles consistait à envoyer de nombreux universitaires japonais à l'étranger afin qu'ils acquièrent des connaissances dans les sciences et les langues occidentales. En outre, le gouvernement réalisa d'importants investissements pour améliorer les réseaux de transport et de communication. Enfin, les autorités apportèrent un soutien direct à la croissance des entreprises et des industries en mettant particulièrement l'accent sur l'influence Zaibatsu qui regroupait les grandes et puissantes entreprises familiales. Pour assurer la stabilité du nouveau gouvernement, il était nécessaire que les anciens seigneurs féodaux renoncent à leurs propriétés foncières et les restituent à l'empereur. Ce processus fut achevé avec succès en 1870 et par la suite, le pays connut une phase de restructuration au cours de laquelle les anciens fiefs furent réorganisés en préfectures. Les anciens daimyo, qui étaient des seigneurs féodaux, occupèrent de nouveaux rôles politiques et de nouveaux ministères, tandis que le gouvernement central prenait en charge leurs dépenses administratives. En outre, des salaires furent versés aux personnes qui avaient précédemment occupé la position estimée de samouraï. Néanmoins, malgré les progrès réalisés au cours de la restauration Meiji, un nombre considérable de samouraïs et de nobles exprimèrent leur mécontentement à l'égard de la trajectoire de ces réformes.
Pour les samouraïs, l'interdiction de porter ouvertement leur sabre était particulièrement pénible, car cette mesure blessait profondément leur sens de l'honneur et leur fierté en tant que guerriers estimés. Il s'ensuivit une série de soulèvements violents, notamment la célèbre rébellion de Satsuma qui s'étendit de 1877 à 1878. Menée par des samouraïs originaires de la province de Satsuma et dirigée par Saigo Takamori, cette rébellion fut une réponse directe aux initiatives de réforme du gouvernement Meiji et à la consolidation concomitante de son autorité. Saigo Takamori, samouraï renommé originaire de Satsuma, joua un rôle important dans la disparition du shogunat Tokugawa et la restauration impériale qui s'ensuivit. Dans un premier temps, il soutint les réformes initiées par le gouvernement Meiji. Cependant, au fil du temps, il devint de plus en plus insatisfait de la trajectoire de la nation, percevant une négligence des principes et des valeurs chères à la classe des samouraïs. En 1876, Saigo Takamori décida de renoncer à toutes ses fonctions officielles et retourna dans sa ville natale de Satsuma. C'est là qu'il lança une rébellion visant à contester l'autorité du gouvernement central. Le soulèvement proprement dit débuta en janvier 1877 lorsque les forces de Saigo lancèrent un assaut contre le gouvernement impérial. Les rebelles, composés principalement de guerriers samouraïs, engagèrent une série de batailles intenses contre les forces militaires du gouvernement Meiji. Malgré des difficultés numériques et technologiques, les rebelles de Satsuma parvinrent à remporter quelques succès initiaux. Néanmoins, le gouvernement Meiji réagit en mobilisant son armée nationale, maîtrisant progressivement l'insurrection. En septembre 1877, après des mois de conflits intenses et violents, les forces de Saigo subirent une défaite décisive lors de la bataille de Shiroyama. Tragiquement, Saigo Takamori périt sur le champ de bataille, marquant l'apogée de la rébellion. Malgré leur défaite, la résistance des rebelles témoigne de la détermination inébranlable des guerriers samouraïs et de leur opposition aux réformes lancées par le gouvernement Meiji. Après l'insurrection, le gouvernement Meiji prit des mesures pour favoriser la réconciliation et l'assimilation des samouraïs dans la structure sociale nouvellement établie, dans le but de prévenir de futurs conflits. En outre, la rébellion eut un impact profond sur la perspective historique du Japon, incitant à réévaluer le rôle sociétal des samouraïs. Au cours de l'ère Meiji, le Japon mit en œuvre des réformes internes et occupa une position plus importante sur la scène internationale. La nation subit une série de transformations militaires alignant ses forces armées sur les normes occidentales. Ces efforts atteignirent leur apogée avec le triomphe du Japon sur la Chine lors de la première guerre sino-japonaise 1894 à 1895 et sur la Russie lors de la guerre russo-japonaise de 1904 à 1905. Ces victoires consolidèrent le statut du Japon en tant que force militaire essentielle dans la région. L'engagement inébranlable du gouvernement Meiji en faveur de la modernisation et de l'occidentalisation joua un rôle crucial dans l'établissement des bases du développement ultérieur du Japon au cours du XXe siècle, laissant un impact durable qui perdure encore aujourd'hui. L'influence de l'ère Meiji se fait sentir dans tous les domaines de la société japonaise, y compris l'économie, la politique, la culture et la technologie. En outre, son importance dépasse les frontières nationales et constitue une source d'inspiration pour les admirateurs et les érudits du monde entier.